élu également député provincial dans la cité de Lusambo, qui est un des 6 territoires. Choki Tundu, bonjour. Bonjour. 3 brassards. Oui, tout à fait. J'ai été élu à la fois député provincial dans la ville de Lusambo, le chef-lieu de la province du Sankourou, et en même temps député national dans le territoire de Katakokombe, et après Vous avez choisi le Sénat. Sénateur de la province. La Chambre des sages. Absolument. Merci. Alors, vous faites partie de la commission des relations extérieures. Relations extérieures, ça c'est votre tasse de thé. Absolument. Votre commission de prédilection. Absolument. Bon, vous êtes un ancien vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et de l'intégration régionale. Ouais. C'est pour la première fois que, sous Joseph Kabila, vous avez été élevé à ce poste parce que depuis des temps immémoriaux, il y avait seulement ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. D'abord ambassadeur itinérant, ensuite ministre des droits humains, avant d'être aux affaires étrangères en qualité de ministre. Et je suis revenu à la présidence de la République comme ambassadeur itinérant. Et par la suite, le chef de l'État, à l'époque, m'avait confié la direction de son cabinet pendant 2 ans. Et après ça, comme vous savez, j'étais un candidat malheureux à la présidence du Sénat. À Baroumou. Voilà, à la présidence du Sénat. Ah, voilà. Oui, voilà. Oui, à l'époque, vous étiez sénateur, voilà. Mais face à Kengwa Ndondo... voilà, effectivement. Voilà. Et par la suite, je suis resté simple sénateur jusqu'à 2016, à la fin 2016, lorsque le chef de l'État m'a repris au gouvernement en tant que vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale. Vous aviez accepté sportivement votre défaite face à Kengwa Ndondo, alors que vous étiez censé gagner cette élection au perchoir du Sénat. Ouais. Et sportivement, vous avez accepté et vous avez servi la nation pendant, je crois, au moins 8 ans. 10 ans. 10 ans ouais. Avant d'être repêché. Donc, ouais. Vous êtes resté dans l'anonymat, mais très actif dans le Sankourou, votre fief. Exactement. Ma circonscription, comme vous savez, c'est une province qui est parmi les oubliés de la République. Et par conséquent, on était obligé quand même de rester attentif parce qu'on a été élu dans cette province et voir un peu comment, dans la mesure de possibilité, on pouvait soulager un peu les difficultés de la population. Et pendant ce temps, comme vous aviez renoué avec le village, Katakokombe vous a imposé de postuler jusqu'à vous faire cette confiance. Vous vous êtes battu pour Lumumba-Ville. Wembonyama, devenu Lumumba-Ville, un lobbying formidable. Ça payait sous Joseph Kabila, sous Matata et la suite justement sous... comment on appelle, sous Félix Antoine Tshisekedi également. Absolument. Un plaidoyer, beaucoup dans les pays non alignés, beaucoup sont pressés pour Lumumba-Ville, comme en Iran, à Téhéran principalement, même à Caracas. Oui, même en France, la République populaire de Chine, comme vous savez, Patrice Lumumba, c'est vraiment une icône sur le plan international. Il n'y a pas un pays où vous vous rendez sans que vous rencontriez une avenue baptisée Patrice Emery Lumumba. C'est vraiment, comme nous le considérons aujourd'hui, un martyr non seulement panafricain, mais aussi un démocrate qui a été adoubé par la communauté internationale de l'époque. C'est pour ça qu'on a voulu perpétuer sa mémoire en baptisant, en créant plutôt une ville qui est sortie ex nihilo dans son village d'origine. Donc on a tenu compte d'abord de son lieu de naissance, donc Onaloa, dans le territoire des Katakokombe, et puis ensuite Wembonyama où il a fait son école primaire, et puis après Tchumbe où il a fait son école secondaire. Alors on voulait dans un premier temps réunifier ces 3 localités, mais il s'est posé quelques problèmes au niveau de la délimitation des groupements. Alors pour éviter des conflits entre autorités coutumières, on s'est rabattu à l'idée de créer 2 villes.
Donc le Mombaville et Tchoumbéville. Alors le Mombaville réunissait la localité de Onaloa, où il est né, et la localité de Wemboyama, où il a fait son école primaire. Et puis la mairie devrait être construite à Onaloa, où il est né, et puis à Onaloa même, il y aurait une commune, et la deuxième commune à Wemboyama. Alors c'est cela. Alors c'est vraiment une initiative collective. Il faut bien le reconnaître. Mais vous restez, comment on dit, sobre. Oui. Mais Lutundula Christophe, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, a reconnu que c'est vraiment ce succès. C'est d'abord l'initiateur, c'est Cheikh Kitundu, qui s'est beaucoup battu, même si vous restez sobre, mais il a reconnu que c'est votre combat. Tout à fait. Mais au départ, effectivement, l'initiative est venue de notre part, mais en tout cas, ça a été soutenu par toute la province du Sankourou, à commencer d'abord par les autorités coutumières, ensuite par l'Assemblée provinciale, et après par le gouvernorat du Sankourou, avant que le dossier ne vienne au gouvernement central auprès du Premier ministre. Mosito d'abord, en tant que Premier ministre, et par la suite, c'était le Premier ministre Matata qui a finalement pris le décret, après le plaidoyer fait par son prédécesseur. Mais simplement, ce décret n'a pas été appliqué. Mais il faut dire aussi que pour que le dossier vienne au gouvernement, il a fallu aussi l'intervention particulière du président de la République de l'époque, Joseph Kabila. Alors, mais après la publication du décret, ce décret n'a jamais été appliqué jusqu'au moment où Emmanuel Chadari est arrivé à la primature, et c'est lui qui a permis, parce qu'à un moment donné, il était à la vice-primature en chef de l'intérieur. Voilà, en plus de Mombaville, on a créé d'autres villes dans le cadre de la décentralisation. Et ici, il faut que l'opinion les sache. C'est-à-dire que le décret créant Patrice Lumumba n'a pas été pris dans le cadre des mesures de décentralisation. C'est vraiment un décret à part qui a été pris par une décision souveraine du gouvernement central pour honorer la mémoire de Patrice Lumumba. Donc il faut isoler ce décret, il faut isoler le Mombaville d'autres villes qui ont été créées dans le cadre de la décentralisation. C'est pour ça qu'il fallait, nous exigions un traitement particulier. Alors, par la suite, ce décret est entré en léthargie, et puis, profitant de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, et en même temps du 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba, nous avons dit on ne pouvait pas célébrer ces deux événements sans évoquer Patrice Lumumba. Et le meilleur moyen de évoquer Patrice Lumumba, c'était justement de mettre en application ce décret pour qu'il concrétise la perpétuation de sa mémoire. Et c'est là, effectivement, que je me suis impliqué très personnellement auprès de toutes ces autorités. Et aujourd'hui, nous pouvons être très contents parce que, par la suite, le président Félix Antoine Tshisekedi a accédé au pouvoir. Et c'est sa présidence qui a coïncidé avec la célébration de ces deux événements, le 60e anniversaire de l'indépendance, le 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba. Alors, nous avons dit au président, écoutez, c'est à vous maintenant que revient, le devoir d'honorer la mémoire de Patrice Lumumba en opérationnalisant cette ville. Alors, l'opérationnalisation passait par quelques conditions. La première, c'était de nommer les autorités urbaines et municipales. C'était la première condition. La seconde condition, c'est comme une ville qui part ex nihilo, c'est-à-dire il n'y avait rien du tout, c'est une ville à créer. Alors, en ce moment-là, il fallait d'abord rendre, sur le plan infrastructurel, accessible la localité où le Mombaville allait être construite. Ce qui impliquait de réaménager la route en construisant des ponts pour franchir les rivières. L'autre condition, c'était construire. Parce que, bon, vous ne pouvez pas installer les autorités urbaines et municipales sans qu'ils aient des infrastructures où elles peuvent travailler. Donc il fallait construire la mairie, le bâtiment pour la mairie, l'autre bâtiment pour les deux maisons communales de Wembonyama et de Onaloa. Et par la suite, il fallait permettre à ces autorités d'avoir
les moyens qui puissent leur permettre d'exercer leurs fonctions, à commencer par les moyens de locomotion. On y reviendra. Et voilà. Et enfin, pour terminer, c'était un budget de fonctionnement, un budget de démarrage pour le fonctionnement de la ville de Lumumba-Ville. C'était ces conditions-là. Maintenant, le président a nommé, mais il faut, encore une fois, aller installer ces autorités. Voilà. Mais pour installer ces autorités, il faut que les préalables que je viens d'énumérer tout à l'heure soient réalisés. La logistique et les finances, il faut Exactement. que ça avance. Voilà. C'est à cela que nous attendons le chef de l'État et nous espérons qu'il va mettre en œuvre toutes les promesses qu'il a faites. Mais je m'excuse de profiter de cette occasion pour rappeler qu'il y a un autre événement qui s'est ajouté. C'était le rapatriement de la relique de Patrice Lumumba, comme vous savez. Alors, pour un tour au pays, voilà, jusqu'au lieu de l'assassinat, oui, et le point de chute, échangeur délimité. Voilà, mais voilà. Pour rapatrier, là encore une fois, c'est la même chose. Pour rapatrier la dépouille mortelle, qu'est-ce qui bloque? Il faut préparer les structures d'accueil. Oui. D'abord, parce que quand on dit la relique, au fait, ça symbolise la dépouille mortelle de notre héros national. Alors, où l'enterrer, c'est la question. Alors, la décision a été prise d'effectivement l'enterrer ici à l'échangeur de Limete. Ben, il faudra encore préparer un mémorial. Nous partirions de l'idée que ça doit être vraiment un martyrium, parce que Patrice Lumumba a été un martyr panafricain de la lutte contre le colonialisme. Martyrium, voilà, au lieu de mémorial. De mémorium, parce que vraiment c'est un martyrium. Alors, il a été prévu que lorsque la dépouille mortelle arrive, elle devrait faire ce tour de certains lieux qui ont symbolisé sa trajectoire politique. Dont Chila Tembu. Alors, d'abord le lieu de naissance, donc dans Lumumba-Ville, et ensuite à Kisangani, où il a commencé sa carrière politique, et bien entendu, dans la ville, d'abord à l'endroit où il a été assassiné au Katanga, comme vous venez de le dire, et pour terminer à Kinshasa pour l'enterrement, parce que Kinshasa aussi a été un lieu où il a exercé des activités politiques importantes et où il a été élu Premier ministre ici à Kinshasa. Donc c'est cela qui devait se faire. Alors maintenant, comme vous voyez, pour ramener cette dépouille mortelle, il faut nécessairement préparer les structures d'accueil. D'abord pour le martyrium, ensuite l'endroit où il est né. Il faut d'abord que le Lumumba-Ville dispose des structures d'accueil aussi, qu'on vient d'énumérer tout à l'heure, la même chose à Kisangani et même au Katanga. Donc là, je pense que le calendrier diplomatique du président de la République est encore trop chargé. Nous pensons qu'à son retour, nous allons discuter de tout ça pour voir comment, d'une part, opérationnaliser le Lumumba-Ville, parce que c'est aussi la condition pour le rapatriement de la dépouille mortelle. Donc tout maintenant est lié, est enchevêtré, et ce sera vraiment au président de faire tout pour que les moyens soient débloqués, pour que, en tout cas pour moi, le 17 janvier, tel qu'il a été promis, parce que vous vous rappelez, ça a été reporté pour le 17 janvier 2022, mais moi je ne pense pas, on est à 2 mois, c'est possible. Réalistiquement ce n'est pas possible, donc il faudra trouver une date réaliste pour procéder au rapatriement. Moi je pars de l'idée que si on a attendu 60 ans, cette dépouille mortelle. Pourquoi ne pas attendre jusqu'au mois de juin? Voilà, même une année ou une année et demie, avant que les conditions ne soient remplies, pour que la dépouille de notre héros national soit accueillie dans notre pays, dans des conditions dignes de son rang. Merci, Léonard Ché Okitundu. On reviendra sur ce sujet important. Ouais. On a improvisé. Tout à fait. Vous voyez la thématique? Exactement. Nous sommes sur l'actualité, mais c'est extrêmement important. Ouais. On a fait beaucoup de courses dans le Sankuru Congo profond avec vous. Vous avez une résidence à Lusambo-Ville, ouais, à Tchumbe, à la cité de Katekokombe, même à Lumumba-Ville, 2 résidences, ouais, avec une station de radio également. Absolument. Télévision. Bon, on pourra... radio communautaire. Ouais. Voilà. Donc, on pourra davantage creuser le sujet. L'actualité, c'est la clôture. D'abord, la tenue aujourd'hui, ouais, de la COP26, la conférence des Nations Unies sur le climat, ouais, après Paris, pour l'édition 2025, plutôt édition 25. Mais avant d'arriver à ces sujets d'actualité, nous rentrons à Rome. Clôture de G20,
vous avez été avec moi sur ce plateau pour parler, saluer l'engagement pris par Paris pour le financement, à l'initiative Macron, le financement des économies africaines en pleine pandémie. Avec l'application du chef de l'État aussi. Justement. Maintenant, Macron a même promis de faire les plaidoyers au cours du G20. Le président Tshisekedi a été au G20. C'est lui qui a plus plaidé pour l'Afrique. Macron était un séducteur, plutôt faisait les yeux doux à Biden sur le dossier des sous-marins nucléaires en Australie. Alors, vous êtes déçu? C'est un bilan à demi-teinte. Au fait, le président Macron n'est pas resté inactif non plus. Hein. Il faut quand même le reconnaître. Parce que c'était quoi? Rappelez-vous, pour la relance des économies, les pays occidentaux avaient décidé, avec le Fonds monétaire international, de mobiliser les droits de tirage spéciaux. Alors, c'était à peu près 740 milliards de dollars. Alors, sur les 740 milliards de dollars, 500 000 milliards étaient réservés aux pays nantis. Et puis, 250 pour le reste du monde. Vous vous rendez compte? Et puis là, pour l'Afrique... Le reste du monde, dont l'Afrique. Voilà. Et l'Afrique n'avait que 33 à 34 milliards. Très insignifiant. Il nous faut tout d'eau dans la mer. Alors, c'est pour ça que le président Macron avait dit qu'il allait lutter dans le cadre du G20 pour relever ce montant au niveau de 100 milliards de dollars. C'est ce qu'il a dit. Il allait faire le plaidoyer au sein d'abord du G7, après du G20. Alors maintenant, effectivement, le G20 s'est réuni samedi et dimanche. Et on dit vers quelles sont la mobilisation des 100 milliards. Voilà. Vous sentez qu'on effleure un peu, c'est pas un engagement ferme? Exactement. Alors, vous voyez, en principe, je vais dire, il faut vraiment que les pays nantis soient responsables et vraiment remplissent leurs obligations, parce qu'on est maintenant dans un village planétaire. Je pense que notre sort est lié. Les pays occidentaux, les pays nantis ne peuvent pas s'en sortir seuls. Il faut aussi manifester. Il y a un devoir de solidarité envers le pays en voie de développement. Alors là, ce qui s'est passé comme résultat, dans un premier temps, comme d'habitude, hein, il faut, pour arriver à la neutralité carbone, on s'est donné comme objectif de limiter la hausse de la température à 1,5 degrés Celsius. Ça, c'est sur le plan climatique. Sur le plan climatique. L'Afrique joue un rôle important avec le bassin du Congo aussi. Exactement, on en reviendra. Voilà. Alors ça, c'était le premier objectif. Alors là, ils ont pris encore l'engagement pour cet objectif de réchauffement maximal à 1 point, en faisant en sorte que la hausse de la température ne dépasse pas 2 degrés Celsius. Ça, c'est ce qui a été fait. Encore une fois, un engagement. Espérons que ça va être respecté. Encore que tout est lié. Parce que ça dépendra aussi de la manière dont chaque pays va se comporter avec toutes ces émissions. On voit vraiment, parce qu'on parle de Rome avec G20, on rentre un peu sur avec ces images. Toutes les émissions dans l'atmosphère, parce que ces émissions provoquent le réchauffement. Alors, de quelle manière, comme les Occidentaux vont faire, parce que c'est eux qui sont, pas seulement les Occidentaux, hein, il faut dire les pays les plus pollueurs. Alors, comment limiter la température à 1,5 alors qu'on continue à se comporter comme auparavant? C'est toute la question. Alors, l'autre élément qu'ils ont retenu, c'est justement cette allocation des 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement. Et ils sont revenus aussi sur la question des droits des tirages spéciaux. Je pense que certains pays, par rapport au plaidoyer de président Macron, comme l'Angleterre, ont accepté de se priver de leurs droits de tirage spéciaux, parce que, comme vous savez, les droits de tirage spéciaux peuvent se faire au prorata de quote-part de chaque pays au Fonds monétaire international. Alors, puisque les pays occidentaux n'avaient pas besoin de ces droits de tirage spéciaux,
parce qu'avant, ils avaient élaboré des plans de relance de leurs économies, donc ils n'avaient pas besoin des droits de ces tirages spéciaux. Donc le président Macron voulait sensibiliser d'autres pays pour qu'ils réservent une partie des droits de tirage spéciaux qui leur étaient réservés en faveur de l'Afrique. Washington avait injecté autant de 1000 milliards dans l'économie américaine. Dans l'économie américaine, alors, 2000 milliards. Est-ce qu'eux, ils avaient bezoin de... Mais voilà, donc ils n'avaient pas besoin. De ces tirages. C'est nous qui sommes dans le besoin. Voilà, mais aujourd'hui, ce qui a été récolté par les pays en voie de développement, en tout cas, est dérisoire. Là, il faut saluer la Grande-Bretagne, je crois qu'il est arrivé à un certain montant qui est assez significatif, mais d'autres pays se sont libérés 2 milliards, 4 milliards. Donc, on est resté sur notre faim. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intenable. Et en plus, ils ont pris l'engagement de ne plus financer la construction de centrales au charbon à l'étranger. Mais simplement, ils continuent à exploiter les charbons dans leur propre pays en émettant encore une fois des gaz à effet de serre qui polluent l'atmosphère et provoquent le réchauffement climatique. Donc il y a quelque chose de contradictoire. Un contraste. Et voilà. Un contraste. C'est ça la grande question. C'est à ce niveau. Justement, on veut réduire les émissions des gaz à effet de serre. Parce que très nocif à l'environnement et à la santé de la planète, l'avenir de la planète. Tout à fait. Vous êtes de ceux qui se sont battus, alors vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, intégration régionale, vous êtes battu pour la création d'un cartel. Là, nous sommes déjà en Écosse ce matin avec l'ouverture du sommet sur le climat, COP26. Vous vous êtes battu pour la formation de ce cartel. RDC, Brésil et Indonésie. Vous avez même été partout là pour justement faire accepter cette initiative de manière à ce que les cartels soient forts et fassent des pressions sur les pays, les grands pollueurs, la Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, pour qu'ils puissent payer les gros pollueurs. Alors, nous allons d'abord en Indonésie pour prendre votre interview réalisée à l'époque dans les archives sur cette initiative. En ce qui concerne l'aquaculture, mais aussi en ce qui concerne l'huile de palme. Comme vous savez, il existe un potentiel important dans ce domaine en République démocratique du Congo et nous voulons profiter de l'expérience indonésienne dans ce sens. Sur le plan diplomatique, nous avons soutenu la candidature de l'Indonésie comme membre non permanent du Conseil de sécurité l'année prochaine. Cela prouve la solidarité entre nos deux pays. Mais en même temps, nous avons convenu que nous aurons des consultations régulières pour harmoniser nos positions dans le cadre des enceintes internationales. Et au Conseil de sécurité, il est important qu'en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, l'Indonésie puisse, à partir de l'année prochaine, avoir des consultations régulières avec les 3 membres non permanents africains afin que nous puissions défendre nos intérêts dans le cadre de cet organe permanent du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous apprécions aussi la mise à disposition de la République démocratique du Congo dans le cadre de forces de maintien de la paix en RDC d'un contingent indonésien dont nous apprécions effectivement les prestations. En ce qui concerne la question environnementale, comme vous savez, l'Indonésie, le siège du Bornéo-Mekong, un bassin forestier important avec l'Amazonie et le bassin du Congo, sont les 3 bassins forestiers qui aujourd'hui stockent les carbones, luttent contre le changement climatique. Par conséquent, il était important que les responsables des 3 bassins forestiers puissent se retrouver pour faire l'état de la situation en ce qui concerne nos responsabilités internationales dans ce domaine, mais aussi comment aussi préserver les intérêts de nos populations. C'est pour ça que nous avons initié
une rencontre tripartite qui pourrait se tenir à Kinshasa et en complément de l'initiative F11, excusez-moi. Voilà les 3 domaines dans lesquels nous allons développer notre coopération. Mais pour donner ce nouveau départ dans la consolidation des relations entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo, nous sommes satisfaits aujourd'hui d'avoir signé un accord sur la constitution de la grande commission mixte qui va être le cadre dans lequel nous allons renforcer et diversifier notre coopération. Je tiens à remercier le peuple et le gouvernement indonésien pour l'accueil et l'hospitalité dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée ici à Jakarta. Encore une fois, Madame, je tiens à vous remercier. Et voilà, là, c'était plutôt en 2018, à Jakarta, la capitale indonésienne. Nous revenons sur cette initiative appelée F11, les 3 bassins forestiers du monde, mais qui ne font qu'absorber le gaz, effet de serre, donc le carbone. Les gros pollueurs, les Chinois, les Américains, Européens, bon, ils n'ont que des promesses. Le président Kabila, à son époque, avait exigé que les gros pollueurs payent. C'était quand on l'avait accompagné à New York à l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, chez Okitundu, dans le cadre de la continuité des affaires, cette initiative dort dans les tiroirs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire réveiller à partir du Sénat? Oui. La diplomatie parlementaire est déjà activée par Bati Lukwebo Modeste. Tout à fait. Là, il faut vraiment féliciter notre président du Sénat qui attache une grande importance à la diplomatie parlementaire. Vous savez, la diplomatie parlementaire est très importante parce qu'à un moment donné, lorsque la diplomatie classique est confrontée à certaines difficultés, la diplomatie parlementaire peut venir au secours. Mais en même temps, il peut y avoir aussi une synergie entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie classique dans l'intérêt de notre pays. En l'espèce, effectivement, le président du Sénat n'est pas resté inerte parce qu'il y a une task force qui a été mise sur pied au Sénat, qui est dirigée d'ailleurs par mon ancien collègue ministre Didier Moumengi, qui est en même temps sénateur et qui a fait un travail vraiment appréciable. Il y a un document important pour la préparation justement de la participation du Sénat de la République démocratique du Congo à la COP26 à Glasgow. C'est vraiment un document à prendre en considération et je tiens encore une fois à féliciter notre collègue pour ce travail. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, parce qu'ici il est question de la finance climat. Ici, et c'est une affaire des milliards. Mais voilà. Ici, une affaire des milliards, mais nous sommes des leaders en carton. Voilà. Si les Brésiliens se retrouvent, oui, peut-être les Indonésiens, mais le Congo ne se retrouve pas. 12e massif forestier du monde. Voilà. On n'en tire pas profit. Les gros pollueurs sont têtus. Mais est-ce que ce cartel, on ne peut pas le relancer à partir de votre action au Sénat avec Bati Lukwebo qui est toute oreille, d'ailleurs, qui encourage ça? C'est pour ça que j'ai dit, moi je recommande aux autorités de notre pays, comme je l'avais dit dans mon document, il faut qu'on change de paradigme. C'est vraiment très important. C'est-à-dire que à l'époque nous disions, il ne faut pas qu'on fasse la diplomatie de simple représentation, il faut qu'on fasse la diplomatie de développement. C'est vraiment important. Et en l'espèce, il ne faut pas qu'on se place dans une posture des gens qui demandent l'aumône à la communauté internationale. Il ne s'agit pas de l'aumône, parce que les 3 bassins forestiers jouent un rôle international vital pour le monde. Et quand pour la préservation du monde. La menace, voilà. À l'époque, tout à fait. Le monde bougeait. Mais voilà. Et puis les grands pollueurs agissaient. Voilà. Mais nous, quand voilà, on hausse les tons, mais personne ne les écoute. Tout à fait. Donc, on vient seulement nous dire n'exploitez pas le gaz, le pétrole, on ne touchez pas au parc, attention. Et pendant ce temps, ils polluent l'atmosphère
Et c'est nous qui stockons les émissions de gaz à effet de serre qui propagent dans l'atmosphère et qui provoquent le réchauffement climatique. Et ce sont les 3 bassins forestiers qui limitent l'augmentation de la température pour vraiment rendre le monde vivable. Donc nous jouons là un rôle fondamental. Est-ce qu'en Écosse, nous y sommes en tant que leader, partenaire, pour exiger la contrepartie, ou nous y allons en demandeur ou commandeur de monde? Oui, pour dire vrai, nous sommes le bassin du Congo, mais dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo a la part la plus importante. C'est le leader. Donc, on ne néglige pas d'autres pays qui font partie du bassin du Congo, mais il faut que le leadership de la République démocratique du Congo soit reconnu. Et là, effectivement, quand on dit leadership, c'est pas faire un travail solitaire. Il y a moyen, chaque fois, de se concerter, mais la RDC doit récupérer le leadership dans le cadre du bassin du Congo. Il y a même, par la suite, avoir, avec l'apport de tout le bassin du Congo, pour négocier avec le Brésil pour l'Amazonie et l'Indonésie en ce qui concerne le Bornéo, pour que les 3 bassins forestiers qui font vivre la planète aujourd'hui se retrouvent pour défendre leurs intérêts, mais aussi les intérêts de toute la planète. C'est vraiment important. Donc ici, il faut, quand je dis changer de paradigme, il faudrait qu'il y ait une approche stratégique. Et il ne faudrait pas qu'on aille comme pour aller demander de l'aide. Non, pas du tout. Parce que si on ne fait pas attention, il est question de suicide collectif. Est-ce que nous ne prendre nous la décision d'abattre tous les arbres et effacer nos forêts? Alors, ça c'est... Et en ce moment-là, ce sera un langage de force. Voilà, parce que eux, ils ont de l'énergie fossile. Regardez par exemple, aujourd'hui en Allemagne, ils ont renoncé au nucléaire, mais ils utilisent le charbon. Le même charbon qui produit les émissions, pollue l'atmosphère et provoque le réchauffement climatique. En France, une bonne moitié de leurs besoins énergétiques est garantie par le nucléaire. Oui. Bon, donc, il y a comme ça des situations contrastées dans ce pays-là. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas à chaque fois donner des injonctions à la République démocratique du Congo ou même aux pays en développement pour préserver la forêt, et cette forêt qui, effectivement, piège les gaz à effet de serre et puis les stocks pour permettre de limiter la hausse de la température pour le bonheur de la planète. Donc, mais avant de former le cartel, comme c'est votre initiative, vous l'avez appelé F11. Alors, dites-nous concrètement, pourquoi au Brésil, dans l'Amazonie, le Brésil, on l'écoute, et le Grand Congo, le bassin du Congo, quand les pays tonnent, on n'est pas écouté? Qu'est-ce qui se passe? Non, quelle est si l'on compare aujourd'hui en termes de la préservation de la forêt, il faut dire que le Brésil a exploité, il y a eu une déforestation importante dans l'Amazonie. Et c'est pour ça qu'il y a eu un grand conflit avec les autorités brésiliennes et la communauté internationale. Oui. Donc même dans ce cartel que nous préconisons, parce qu'on ne peut pas se passer de l'Amazonie, on ne peut pas se passer du Bornéo, et encore une fois, du bassin du Congo. Mais maintenant, nous voulons mutualiser nos efforts pour que nous soyons l'interface face à la communauté financière internationale. C'est vraiment important, il faut qu'il y ait une approche stratégique. Il ne faut pas qu'on aille comme si nous allions demander le monde. Non, il est de l'obligation de la communauté financière internationale de financer l'adaptation climatique des pays en voie de développement. C'est très important parce que nous préservons la planète avec nos forêts, mais nous n'avons pas les moyens pour opérer l'adaptation climatique, effectivement la transition énergétique, et avec l'objectif de la neutralité carbone. C'est vraiment un constat, et je pense qu'ici il faut faire notre faiblesse une force. Il faut nécessairement que les 3 bassins forestiers se retrouvent, fassent l'état des lieux de la situation et voir de quelle manière nous pouvons maintenant affronter l'inaction climatique des pays gros pollueurs de l'atmosphère et justement responsables du réchauffement climatique. Vous